Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alors, dans cette petite ambiance tamisée, j'avais envie de parler d'entrepreneuriat, de spiritualité et d'impact économique carrément. Euh, alors, le sujet d'aujourd'hui est assez passionnant selon que l'on se trouve dans une culture ou dans l'autre. Euh, Tendresse Bouenissa, que je cite lors de mes formations, à travers son analyse très pointue et très développée sur l'entrepreneuriat, la manière d'exploiter un business, de le développer et d'être une référence dans son domaine, euh, a fait une sorte de rétrospective sur son parcours. Et elle a cité 4 points importants par rapport aux erreurs qu'elle a faites. Et parmi ces 4 points importants, elle a dit que en tant qu'entrepreneur, il est primordial d'avoir un compagnon ou une compagne qui nous comprenne euh, à travers ce que nous sommes, à travers nos objectifs, notre vision, notre mission de vie, notre mission d'entreprise. Et il a dit que, et elle a dit que euh, celui qui a cette richesse-là d'avoir un compagnon qui s'intéresse à ce qu'il fait et qui l'accompagne a 2 fois plus d'avance que celui qui n'a pas cette chance-là. Euh, Tendresse Bouenissa, que vous pouvez trouver sur Instagram avec le profil Ma vie d'entrepreneur et qui vous apprendra énormément de choses sur l'entrepreneuriat, m'a beaucoup fait réfléchir aujourd'hui. Ce qui m'a permis en fait de prendre ce qu'elle a dit par rapport à ces 4 erreurs-là, par rapport à ces 4 points améliorés chez elle et que nous pouvons tous trouver chez nous, pour l'adapter en fait déjà à ma religion, l'islam, et aussi et même à ma culture en fait africaine. On va d'abord commencer par la culture africaine pour que vous compreniez bien ma ligne directrice. Selon le Djeli Bourama Soumano, que j'écoute beaucoup et que je vous cite souvent dans mes vidéos, il a dit avant dans la société mandingue, dans la société ouest africaine, dans cette région-là de l'Afrique, du monde, euh, les hommes prenaient beaucoup de femmes et avant l'islam, c'était pas limité à 4. Ils prenaient beaucoup de femmes pour plusieurs raisons. En fait, plus on épouse une femme et plus on épouse de femmes, plus on s'allie à d'autres familles, on gagne en influence, on gagne en alliance. Ce qui veut dire que à cette époque du monde où il y avait souvent des razzias, et souvent quand les razzias se faisaient, les gens qui gagnaient ou les gens qui l'emportaient sur les faibles pouvaient les prendre en esclavage, les réduire en esclavage, en faire ce qu'ils voulaient. Le mariage était souvent un moyen de contrecarrer cela, dans le sens où euh, quand on n'a pas de femme, bah, on est exposé. Quand on a une femme, ça va. Euh, on a en fait gagné une alliance. Quand on en a deux, on a deux alliances. Car ces deux femmes-là viennent souvent de deux familles différentes, de deux clans différents. Et quand on en a trois, pareil. Quand on en a quatre, etc., etc. L'islam qui limite la polygamie à 4 femmes euh, est venu certes limiter cela, mais avant l'avènement de l'islam, euh, nos ancêtres avaient autant de femmes que leur position sociale pouvait leur permettre. Et dans cette logique-là, non seulement les enfants qu'ils avaient leur permettaient d'avoir bah, de la main-d'œuvre quasi gratuite pour aller au champ, travailler, euh, mener des projets, euh, aussi être dans une certaine mesure une famille illustre, parce que plus vous êtes nombreux, plus vous avez du poids, plus vous avez finalement de manière assez subtile une force démographique, une force démocratique, parce que vous êtes plus nombreux, vous l'emportez en nombre. Et
dans cette logique-là, euh, tous les enfants que vous aurez avec ces femmes-là, ces enfants-là auront autant d'alliances que de femmes que vous avez. C'est-à-dire que le garçon ou la fille de la première épouse est protégé par les familles de toutes les femmes en fait. Ce qui veut dire que l'enfant avait une facilité de mobilité, d'aller et de venir euh, en fait assurée. Même, même si une femme ne l'a pas enfanté, il pouvait quand même passer sur un territoire où il y avait de la famille de sa belle-mère en fait. Euh, Dans le sens où bah, les femmes sont euh, sous euh, l'autorité d'un seul homme. Donc ça veut dire que euh, tous les enfants que vous allez avoir, même s'ils n'ont pas la même mère, tous ces enfants-là sont protégés par l'ensemble des familles dont sont issues vos femmes en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, Jelly Burama Soumano et aussi Tonton Sango, que vous pouvez retrouver souvent lors d'interventions sur Internet, disait que plus un homme avait euh, de connexion matrimoniale, plus il était respecté, il était craint, il avait une certaine force, une certaine influence, et même sa progéniture était protégée en fait du fait que, au nom de toutes les épouses ainsi que de leur famille, tous les enfants étaient protégés. Voilà pourquoi dans notre culture, même aujourd'hui, on dira dans les familles polygamiques, même si les gens ont perdu l'esprit de cette chose-là, l'enfant de ta coépouse, c'est ton enfant en fait. Et celles qui ont même compris cela privilégient d'abord l'enfant de l'autre au leur. Ce qui fait que dans l'autre sens aussi, les enfants privilégient plus leur belle-mère à leur maman. Ça, c'est quand ça marche bien, c'est quand le chef de famille a été quand même droit au maximum, c'est un homme de principe qui a fait les choses bien, etc., etc. Il ne les aimera peut-être pas euh, de la même manière, mais justement, notre société n'est pas basée que sur l'amour en fait. L'amour est un ingrédient, mais ça va au-delà. Ça va vraiment au-delà. Et lorsque maintenant on évolue pour entrer dans la culture islamique en dépassant un peu la culture mandingue, la culture de l'Afrique de l'Ouest, on va prendre cette métaphore parfaite qui est actuellement la mosquée de Médine en fait, là où il y avait la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la maison de Aïcha, parce que toutes ces femmes avaient une maison. Mais dans la maison de Aïcha où il est enterré avec deux hommes, qu'Allah les agrée, à savoir Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire Abu Bakr le véridique, et celui qui a la certitude du coup, celui qui a cru en lui en toutes circonstances, et qui est aussi le père de Aïcha, sa troisième épouse, qu'Allah l'agrée également, et Hafsa, qui n'est autre que la fille de Omar, qu'Allah les agrée tous. Donc le prophète, il repose dans la chambre de sa troisième épouse, Aïcha, qu'Allah l'agrée, et à côté de lui, à sa droite, Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, celui qui a la certitude et qui a toujours cru en prophète envers et contre tout, euh, le, le, le père de sa troisième épouse Aïcha, et à sa gauche, Omar Kala Lagré, Omar Al-Farouk, Omar le plein de discernement, celui qui voit la subtilité et la véracité là où des fois tous les autres pouvaient se tromper, celui-là même dont le prophète a qualifié en ces mots, il n'y a plus de prophète après moi. Mais s'il devait avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Tellement que c'était un homme, pour emprunter l'expression française, avec un sixième sens, un troisième œil.
de par sa perspicacité, de par sa capacité de discernement. Et bien, Omar, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, est le beau-père également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il lui a donné en mariage Hafsa, sa fille Hafsa, qui est la quatrième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'exemple de ces euh, trois grandes personnes rapprochées de Dieu est une image parfaite en fait de la relation homme-femme, du goût succulent lié au mariage, car c'est l'histoire d'amis, de prophètes et de premiers croyants, de compagnons et aussi de gendres et de beaux-pères en fait. Une leçon qui devrait nous interpeller, moi le premier, sur l'importance que nous devons donner à nos épouses et à leurs familles. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas à côté de son père ou de ses oncles, de sa famille qu'il affectionnait par-dessus tout. Il est à côté de sa belle famille. À sa droite et à sa gauche, il y a ses gendres. Euh, Ce qui permet également d'ouvrir cette brèche-là concernant la polygamie, que les femmes n'aiment pas aujourd'hui, et qui, lorsqu'on analyse un peu ce que j'avais dit avant par rapport à la culture mandingue, qui était comme ça des années avant l'avènement de l'islam, et ainsi que la logique de l'islam, dans lequel Dieu dit, prenez deux, trois, quatre femmes qui vous plaisent, et si vous craignez d'être juste entre elles, ne prenez qu'une seule. Eh bien, on voit que finalement, euh, il y a une certaine ressemblance entre euh, la philosophie, l'esprit euh, avec laquelle était bâtie notre culture mandingue et l'islam en fait. Et même le Coran dit, le prophète a été envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour parachever les comportements. Donc ça veut dire que il y avait déjà certains bons comportements, il y avait déjà certaines valeurs humaine que l'islam est venu renforcer, en fait. Et du coup, on remarque que, comme je l'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam repose à côté de ses compagnons, mais également ses beaux-pères, euh, car il a épousé la fille de chacun d'eux, en fait. Et quand on remarque cette logique, on voit que justement, bah, si nous appliquons la polygamie à l'image de l'islam et aussi dans cette continuité-là, comme nos ancêtres le faisaient dans la culture mandingue, tout en restant fidèles à l'islam, ben on se rend compte finalement que euh, Omar et Abu Bakr faisaient non seulement partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure famille, euh, et en même temps, on voit que bah, finalement, même euh, Omar radiallahu anhu fait partie de Abu Bakr radiallahu anhu et Abu Bakr radiallahu anhu fait partie de Omar radiallahu anhu. Lorsqu'on voit que, et quand on s'inspire justement de la culture mandingue où à partir du moment où l'homme épouse un, deux, trois, plusieurs femmes, et ben ces femmes-là deviennent pareilles et leurs familles aussi deviennent pareilles. Donc regardez un peu la manière dont Dieu lui-même a voulu que les choses se fassent et que Omar repose à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de Abu Bakr radiallahu anhu et vice versa Abu Bakr radiallahu anhu qui repose aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Omar radiallahu anhu qu'Allah les agrée tous, on remarque finalement que euh, qu'un mariage soit monogamique ou polygamique, et ben, tout le monde est pareil et ça renforce finalement un lien social, un lien humain, un lien familial dans lequel chacun trouve sa place et dans lequel il y a finalement une unité en fait.
ce qui devrait nous faire réfléchir à nous, les hommes, dans la manière de traiter nos femmes ainsi que nos belles familles, et de retour de la part des femmes à mieux reconsidérer en fait la polygamie qui n'est pas forcément un mal pour elles. Et justement, dans le contexte actuel où nous disons même que justement euh, l'Afrique a besoin d'être repeuplée, nos populations ont besoin d'être repeuplées. On peut prendre l'exemple de la Chine et de l'Inde qui ont pu grandement atteindre le rang de superpuissance à travers leur démographie. Non seulement ils ont travaillé, mais ils ont atteint cette superpuissance aussi également à travers leur puissance démographique. Et comment atteindre la puissance démographique? En se reproduisant. Et dans notre culture, comment se reproduire? Bah, dans le mariage. Car les relations illégitimes, les relations extra-conjugales sont prohibées en fait. Donc finalement, qu'est-ce qui est le mieux pour les hommes et les femmes? Est-ce ce batifoulage-là ou est-ce des voies tracées, bien structurées, dans lesquelles chacun se retrouve, dans lesquelles en fait on n'a pas à se jalouser ou à s'entretuer, ou on n'a pas à trahir pour être bien l'homme là où les femmes. Chacun va trouver sa place et, et quand les enfants naîtront, les enfants qui sont les cadeaux, le supplément du mariage, bah, quand ils naîtront, ils n'auront pas une, mais plusieurs mamans. Je sais bien que c'est dans l'idéal, hein, mais cet idéal-là existe encore dans certaines familles, ou du moins certaines familles s'en rapprochent très très grandement de par leurs valeurs, de par des concessions à faire. Ça, ce n'est pas facile, mais de par leur abnégation, de par leur foi en quelque chose. Et on peut voir que souvent ces familles réussissent très bien. Le père devient même un opérateur économique sur l'ensemble d'un territoire, dans un pays ou une région carrément. La preuve que la polygamie n'appauvrit pas forcément. Donc, est-ce qu'il faut reconsidérer ces pans-là de notre culture qui fait de nous ce que nous sommes? Et il ne faut pas se le cacher, nous avons été polygames des générations et des générations avant. Donc pourquoi ça pose autant de problèmes aujourd'hui? Est-ce que cela peut être une force, un atout pour les entrepreneurs de demain, comme les exemples de ces opérateurs économiques-là? Quand on regarde le cas du Mali, ils sont milliardaires, mais la plupart sont des polygames en fait. Donc, est-ce que la polygamie a changé quelque chose à leur évolution, au développement de leurs objectifs et de leurs projets? Ou quand on prend justement le cas de Elon Musk, qui fait plusieurs enfants à plusieurs femmes sans les marier, finalement, c'est pas une sorte de polygamie? Lui qui est justement l'homme le plus riche de la planète, et qui se targue de le dire, hein, il est pour le fait que l'homme ait beaucoup d'ascendants, l'homme ait beaucoup d'enfants. Est-ce que finalement, lui qui est sud-africain, il ne s'est pas un peu inspiré de cette culture africaine-là? En plus, en Sud-Afrique, la polygamie est une partie intégrante de la culture là-bas. Est-ce que justement se reproduire et avoir beaucoup d'enfants, c'est pas finalement une bénédiction, contrairement à tout ce qu'on peut nous faire entendre aujourd'hui? Il faut planifier les enfants, quand on aura des enfants, comment on va faire pour les nourrir, euh, les femmes qui ne veulent pas de la polygamie et d'autre part qui ne veulent plus rester à la maison, veulent aller travailler, veulent être indépendantes. Et donc finalement, est-ce que la polygamie n'est même pas une porte de sortie pour tout le monde, où la femme va pouvoir être honorée dans la société, avoir des enfants légitimes, être prise en charge par un homme et aussi finalement vaguer à ses objectifs de vie sans totalement s'occuper de cet homme-là? Est-ce que ce n'est pas finalement un féminisme bien développé qui est mis en avant par et derrière la polygamie? Parce que finalement, les femmes n'auront pas à s'occuper tout le temps de l'homme et l'homme aura ses objectifs et ces femmes-là également auront leurs objectifs et dans le meilleur des cas et conformément
à ces cultures-là que je viens de dire, que ce soit la culture islamique ou la culture euh, de l'Afrique de l'Ouest, bah, finalement, c'est toute une famille, en fait, dans laquelle chacun a sa place. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, c'est un débat qui est ouvert. N'oubliez pas également que nos formations reviennent à la rentrée où nous allons parler justement de, de digital, l'importance, la place du digital dans le développement d'un business, le coaching d'entrepreneur, comment bien structurer son parcours d'entrepreneur, comment je vais vous partager mes expériences et vous édifier également sur mes propres erreurs. Donc, si j'ai l'occasion, vous permettre d'éviter justement mes erreurs, même si vous aurez à faire également vos erreurs et vos parcours de vie. Et enfin, nous allons également aborder le développement durable qui n'est pas assez mis en avant par nos sociétés, par nos business, alors qu'on peut en tirer d'énormes satisfactions sur le plan humain, économique et même dans le cadre du réseau. Restez connectés si vous voulez vous préinscrire pour une de nos formations. Le numéro sera affiché en haut du post ou en bas, ça dépend du réseau social sur lequel je vais le partager. Ou encore, voilà, n'hésitez pas à nous contacter au 06 65 57 09 87, 06 65 57 09 87, et nous allons vous inscrire à nos formations qui durent sur une journée où nous allons également faire une analyse sur 360 degrés de votre projet, vous donner de nouvelles idées qui vous permettront de plus affiner votre mission d'entreprise, de développer votre business, d'avoir de l'impact autour de vous et de vous accompagner finalement sur le moyen long et sur le court, moyen et long terme. Les formations coûtent 25 000 francs CFA si vous êtes au Mali, 40 000 francs CFA en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique francophone, 70 € si vous êtes à l'extérieur ou au Canada. Allez, je vous dis bonne soirée, bon jeudi. Donc, ceci était une soirée sous le thème de la spiritualité, de l'entrepreneuriat, de la culture, car c'est en sachant d'où nous venons que nous saurons où nous allons. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.